Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés pour débattre ensemble la digitalisation des écrits, du livre et des nouveaux usages qui en découlent. C'est un sujet très vaste puisque ça touche les bibliothécaires, les éditeurs, les libraires, et je propose de nous concentrer sur un de ces aspects qui est l'abonnement illimité en streaming. Et nous avons, YouScribe et toute l'équipe, pensé qu'il était intéressant d'inviter dans ce débat des acteurs qui viennent d'autres secteurs professionnels que le livre. Je vous les présenterai tout à l'heure, parce qu'une des caractéristiques du digital dans les écrits est de voir venir dans nos métiers des professionnels que nous n'avions pas l'habitude de rencontrer, des opérateurs télécoms, des sociétés logicielles, des entreprises qui fabriquent des tablettes, et souvent en plus des sociétés internationales ou mondiales. Mais autant d'intervenants extérieurs qui viennent naturellement bousculer nos habitudes, mais nous pensons nous apporter de nouveaux débouchés. Je vous dirai d'abord un petit mot rapide, je vais prendre la parole 5 minutes et surtout transmettre la parole à nos invités. Vous présenter la solution YouScribe. Qu'est-ce que YouScribe? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque digitale participative qui existe depuis 2011 et qui est calquée sur le modèle de YouTube. C'est une plateforme digitale sur laquelle n'importe qui, des professionnels, des acteurs de l'écrit, peuvent publier gratuitement n'importe quel document écrit très facilement, quelle que soit la nature des documents, quelle que soit la taille des textes, quel que soit le format de fichier. Et nous avons aujourd'hui plus de 2 millions de références au catalogue. Ce catalogue progresse de 20 000 unités tous les mois environ. Et nous espérons que le catalogue sera de plus en plus grand et de plus en plus riche au fur et à mesure des mois qui passent, avec toujours cette vision que nous avons, qui est le partage de la connaissance. Et la capacité pour chaque publication d'avoir accès au public. Et pourquoi les éditeurs et les détenteurs de contenu publient sur YouScribe? D'abord pour profiter de tous nos outils gratuits de partage, notamment le feuilleteur, que par exemple toute la presse, enfin une grande partie des groupes de presse en ligne utilisent tous les jours, que les auteurs, les éditeurs peuvent utiliser, c'est gratuit. C'est comme YouTube, ça vous permet de faire lire des documents, que ce soit sur le web. Mais les éditeurs viennent aussi, et surtout, pour monétiser leur contenu. YouScribe propose un module de librairie qui vous permet, à tous les lecteurs, d'acheter n'importe quel ouvrage en achetant à l'acte. Et aujourd'hui, nous avons 550 000 membres qui sont inscrits, à peu près 4 millions de visiteurs qui viennent tous les mois. Je pense qu'on sera à 6 millions au mois de juin. Et nous espérons créer avec les éditeurs de la valeur, non seulement par l'achat à l'acte, mais surtout, et c'est l'innovation du salon, l'annonce pour YouScribe, que nous avons le plaisir de vous faire et qui est le lancement d'un système d'abonnement illimité. Je vais vous en parler très très brièvement de ce système d'abonnement illimité. D'abord, pour les lecteurs, ce sera la possibilité, moyennant un loyer d'autour de 10 € par mois, 90 € par an, d'avoir accès de façon illimitée sur des plateformes mobiles, sur des PC, en connexion, hors connexion, d'avoir accès à des milliers d'ouvrages. Pour les lecteurs, c'est une façon de pouvoir aussi consulter des extraits de livres, de pouvoir y revenir, et surtout de pouvoir le faire sur des plateformes mobiles. Pour les éditeurs, l'offre que l'on propose, elle vous est détaillée dans le petit support qui vous a été laissé à l'entrée. C'est une offre légale, tout d'abord, on y reviendra. C'est une offre qui ne fonctionne qu'en streaming. L'abonnement, pour nous, est directement lié à l'absence de téléchargement. C'est la possibilité pour les éditeurs de gérer leur chronologie de médias. Ce sont les éditeurs qui peuvent y publier, y présenter une partie de catalogue, les nouveautés, le fond, pouvoir rajouter, retirer
leur catalogue s'ils le souhaitent. C'est l'éditeur qui gère entièrement l'offre qui est éligible au modèle d'abonnement. Et tout ça fonctionne sur un modèle qui, au fond, est assez traditionnel, hein, qui est celui d'une bibliothèque. Après tout, ne sommes-nous pas, au fond, une bibliothèque comme une autre, avec ce système d'abonnement illimité? Je voudrais maintenant donner la parole à nos invités. D'abord à Marie Pic-Paris-Salavena, qui est directrice générale d'Erol. Je remercie d'être venue pour parler comme éditrice. Ensuite, nous accueillons également Gilles Babinet, qui a créé beaucoup d'entreprises dans le domaine digital. David Lacomblette, qui est directeur délégué de la stratégie des contenus d'Orange. D'accord. Et nous écouterons avec intérêt également le président de Cobuzz, président de Abeille Musique, qui va nous parler de la musique, puisqu'au fond, l'abonnement illimité dans la musique s'est développé massivement. Et je pense que l'édition est très proche de ce qu'on va pouvoir voir se passer dans le domaine des livres. Alors Marie, est-ce que vous pourriez nous parler de la stratégie digitale d'Erol et quels sont vos espoirs dans ce domaine et quelle est votre position par rapport à l'abonnement illimité? Alors, merci d'inviter Erol à participer à ce débat. Alors, chez Erol, effectivement, donc, nous ne sommes pas un éditeur de romans. Donc, Erol est un éditeur de livres de savoir au sens large, puisque à la fois nous faisons des livres professionnels, techniques, mais également vie pratique, développement personnel, photo, enfin plein de sujets qui effectivement aujourd'hui sont tout à fait concernés par ces évolutions. Donc pour reprendre juste un petit point historique, on est sur les livres numériques depuis à peu près 6 ans. On a commencé avec les formats très classiques, les PDF, via une plateforme qui s'appelle easybook.com, et on a numérisé un certain nombre de livres, et les ventes se sont principalement réalisées dans le domaine de la photo et de l'informatique. Donc toute une catégorie de lecteurs qui avaient besoin de contenu assez rapide, donc qui pouvaient avoir du contenu gratuit sur Internet, mais qui avaient du contenu validé par la maison d'édition, donc un gage de sérieux, notamment dans le domaine de la photo, et surtout, ils n'avaient pas à attendre des mois avant d'avoir tout un savoir sur un boîtier qui venait de sortir. Ensuite, nous avons évolué vers toutes les tablettes. Donc, on a été parmi les premiers éditeurs à signer avec Apple, avec Amazon, avec Google. Donc là, dans des formats e-pub. Et on s'est aperçu que les principaux utilisateurs, là, pour le coup, étaient beaucoup plus soit des livres plus pratiques, développement personnel, ou alors des livres business, entreprise. Donc là, une de nos meilleures ventes était comment négocier avec la méthode Harvard. Donc là, qui s'adresse à une population plus nomade, de professionnels, de cadres d'entreprise qui vont, par exemple, à un contrôleur de gestion qui doit visiter un certain nombre de filiales et qui a sur sa tablette tous les livres qui peuvent le concerner, qu'il a besoin de consulter à tout moment, dans quelque chose d'assez pratique et d'assez fin. Donc ça, c'était la deuxième vague, on va dire. Et aujourd'hui, nos derniers développements sont d'aller justement sur du prêt, sur de l'abonnement, sur des formats courts, voilà, donc sur d'autres choses. Et on s'aperçoit qu'en fait, toutes les expériences que nous avons faites sont couronnées de succès, s'adressent simplement à des communautés différentes. Donc, pour résumer, pour donner un petit mot sur notre stratégie, c'est de continuer à nous adresser à nos communautés de lecteurs, donc qui sont quand même assez variables, et d'avoir à chaque fois le mode de lecture, l'expérience utilisateur qui va avec la communauté. Voilà. Donc, merci beaucoup Marie. Est-ce que je peux rajouter une question? Est-ce que pour les éditions Erol, le chiffre d'affaires sous forme numérique est appelé à beaucoup se développer? Alors on l'espère, tout le monde l'espère. Aujourd'hui, c'est la grande question, et voilà, je pense qu'on est tous là pour avoir envie de le développer. Il ne se substituera sans doute pas au livre papier, il se fera différemment, donc il apportera des lecteurs différents. Aujourd'hui, sur certaines thématiques, on est
on peut être à 8% de chiffre d'affaires dans des livres entreprises. En revanche, sur des livres très illustrés, on n'y est pas du tout. Donc, il faut trouver d'autres choses. Voilà. Mais c'est très, très complémentaire. Donc, voilà. Merci et ça beaucoup. ne remplacera pas, enfin, quand on me dit alors c'est terrible, est-ce que le livre numérique va tuer le livre papier? Ça, c'est vraiment la grande phrase que tout le monde adore dire. Je pense que c'est vraiment très, très, très complémentaire. Voilà, c'est d'autres utilisateurs, d'autres types de lecteurs, d'autres modes de fonctionnement. On bouge aujourd'hui. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'on était complètement accro à nos téléphones, nos tablettes, et ça n'a pas enlevé d'autres... ça a changé nos vies, mais enfin, voilà, ça a complété. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on sait tous ici dans la salle, les professionnels savent que le chiffre d'affaires du numérique ne représente pas encore grand-chose. Ça arrive, ça se développe, il y a beaucoup d'expérimentation, mais c'est encore une part qui reste minimum. Et en parlant avec Gilles, à qui je vais donner la parole, on a pensé qu'il était peut-être intéressant de parler des digues. Non pas du Rhône, mais des digues des industries culturelles que tu connais bien. Ouais, alors, parler de digues, c'est une observation que donc je t'ai fait hier, qui est que ce que je constate, c'est que les domaines ne migrent pas dans le numérique de façon linéaire. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a la prise de conscience progressive d'un secteur d'activité comme un autre, et puis tout d'un coup, la digue casse. L'exemple que moi j'aime bien citer, c'est celui du tourisme et de l'hôtellerie. C'est une industrie qui n'a pas vu venir la révolution digitale et qui s'est fait totalement désintermédier par des acteurs que vous connaissez comme Expedia, Hotels, TripAdvisor et autres, et puis par la suite par ce qu'on appelle Airbnb. Et il y a aujourd'hui 25 à 30% du chiffre d'affaires de cette industrie qui a complètement transitionné vers des acteurs qui sont en dehors du monde de l'hôtellerie traditionnelle. Alors moi, ce que j'ai également assisté, c'est au monde de la musique, qui est un monde qui, pareil, a commencé à voir le digital arriver, qu'il a plutôt ignoré. Et puis un jour, il y a une digue qui s'appelle Napster, enfin plutôt une vague qui s'appelle Napster, qui a emporté la digue de l'industrie de la musique. Et puis tout d'un coup, ça a été une révolution. Et cette révolution a été plutôt pénible pour cette industrie, puisque pendant 14 ans, elle a vu son chiffre d'affaires baisser. Donc on considère que cette année 2014, ça va être la première année où le chiffre d'affaires de l'industrie de la musique va recommencer à croître depuis 2000. Donc c'est quelque chose d'assez violent, évidemment difficile. Et je pense qu'au fur et à mesure que le paradigme digital est plus prégnant dans nos vies, les digues cassent plus violemment, et je pense que les transitions se font de façon de plus en plus rapide. Donc ma conviction, c'est que le monde de l'édition est aujourd'hui sur le point d'être bouleversé. Je ne dis pas que ce sont forcément des transitions qui se font dans la douleur, mais certains univers sont plus préparés que d'autres à aborder ce domaine-là. Je crois que l'enjeu, c'est de faire en sorte que les industries culturelles, et en particulier celles de l'édition, parviennent à transitionner de la façon la plus, entre guillemets, élégante possible et réussie. Merci Gilles. Yves, à ce sujet, dans le domaine de la musique, est-ce qu'on peut dire que l'abonnement est limité, au sens où YouScribe va le lancer au mois d'avril pour les livres, pour tous les types d'écrits? Est-ce que l'abonnement est limité à contribuer à créer ou non de la valeur pour les producteurs et pour les auteurs, les artistes? Non. Non, parce que les entreprises qui ont été créées dans le domaine du streaming ne se sont pas du tout préoccupées du problème de la valeur pour les artistes et pour les éditeurs. C'était des entreprises qui ont été créées d'une part par des investisseurs avec l'aide d'informaticiens très imaginatifs, mais ce n'étaient pas des gens qui venaient de la musique. Jamais. Vous n'avez pratiquement pas de service de musique en ligne qui a été créé par des gens de musique. Ils considéraient que la matière première qui devait leur être livrée était un robinet, il suffit de l'ouvrir. En particulier, ils n'avaient pas compris que, je pense que c'est un point très très important auquel il faut réfléchir dans le domaine du livre, ils n'avaient pas compris qu'une note de musique ne vaut pas forcément une note de musique, qu'un bottier du Faubourg Saint-Honoré ne peut pas vendre ses bottes au même prix que les chaussures André,
on peut pas l'obliger de le faire, parce que sinon il va arrêter de faire ses bottes tel qu'il les fait. Et donc, ils ont pensé qu'ils devaient proposer des services totalement généraux, offrant l'ensemble des répertoires pour un prix fixe. Et c'est économiquement inique et culturellement catastrophique. C'est la raison pour laquelle nous, on a créé Qobuz, parce qu'on a voulu, avec un point de vue de gens de musique, on a voulu créer un service segmenté. On s'est dit qu'il fallait... Gilles a parfaitement dit 14 ans de galère pour la musique. Je ne vous le souhaite pas au livre. Hein. Je ne vous le souhaite pas. Mais si vous ne voulez pas y passer, pendant une si longue période d'agonie et de renaissance, il faut aller au-devant. Il faut vraiment... Ok, j'ai une maison de disques, donc j'ai 37 000 références en CD que je peux vous livrer à tout moment. Il n'y a aucun problème. Et je me suis emmerdé à garder cette maison de disques. Mais j'ai créé un service de musique en ligne à côté, j'ai passé ma maison de disques au numérique, et donc j'ai eu les deux fers au feu, ce qui est épouvantable également. La gestion du changement comme ça est épouvantable, mais il faut le faire. Et puis il faut le faire avec imagination, et il faut le faire vers le numérique, comme si vous n'aviez pas de fil à la patte. Même si vous avez ce fil à la patte qui, moi, était les CD, et vous, des stocks pleins de livres. Il faut absolument le faire. Il faut créer et encourager des services qui sont proches de vous, et qui vont prendre en compte vos spécificités. J'étais dans la musique classique, je vais être court, j'étais dans la musique classique, donc je me suis dit, comment cette musique classique, qui présente des critères de production particuliers, très fragiles, et qui a une clientèle particulière, comment on va la faire passer au numérique? Et si j'arrive à faire passer la musique classique au numérique, alors j'aurais réussi, grosso modo, à faire passer plein d'autres spécialités au numérique. Voilà, j'aurais plein de choses à dire, mais je vous rends la parole. D'accord. Merci. Et tu as dit proche de nous, qui est plus proche de nous, en tout cas pour l'instant, et en partie que téléphone mobile. Moi, je voudrais poser la question à David, de voir quelle est la stratégie, quelle peut être les aspects positifs que les opérateurs télécoms peuvent apporter à l'industrie du livre pour renforcer, on est dans le livre en compétition avec la vidéo, on est en compétition avec la musique, on est en compétition avec d'autres contenus dans les mobiles. En quoi Orange peut aider les professionnels et les utilisateurs à ce que la lecture progresse? Mon nom est donc David Lacomblède, David_Lacomblède sur Twitter. Et je suis directeur délégué à la stratégie des contenus du groupe Orange. Vous me posez la question de savoir pourquoi Orange vient finalement vers le livre, et vous auriez pu la poser d'une manière plus générale sur la culture, les savoirs et l'information. Vous savez que Graham Bell, quand il a inventé le téléphone, c'était pour permettre à sa maman d'écouter l'opéra, tout simplement. Et donc c'est vous dire si l'ambition était très culturelle et à forte valeur dès l'origine. On n'a pas prétention à être libraire, on n'a pas prétention à être éditeur. Notre prétention, c'est de faire se rencontrer, communiquer des personnes avec la meilleure qualité possible et de leur offrir des contenus de qualité avec les meilleurs dans leur domaine. D'où une stratégie d'agrégation de contenus que vous pouvez avoir dans la musique, par exemple, que vous pouvez avoir en vidéo à la demande. Nous sommes le premier distributeur de vidéo à la demande en France aujourd'hui. Il y a un secteur, effectivement, sur le livre dont on pense qu'il ne fallait pas laisser seul agir sur notre territoire et en Europe plus largement des acteurs étrangers, au risque d'être nous-mêmes des intermédiaires. Imaginez que demain, sur leur tablette, ils mettent un téléphone, c'est aussi nos propres parts de marché qui reculeraient. Donc c'était notre intention et c'est pour ça que nous sommes allés voir tous les acteurs de la filière, et y compris nos concurrents, puisque nous avons orchestré et initié un consortium pour le livre numérique qui s'appelle MO3T. D'ailleurs, il y a un site web, mo3t.org, si vous voulez en savoir plus, et une démonstration sur le site de Dilicom, qui est juste à l'entrée. Je vois Vincent Marty, son patron, qui est ici, avec une vidéo qui vous expliquera le concept qui est le nôtre, qui mise sur deux facteurs assez simples, qui est l'interopérabilité et la pérennité des œuvres. Parce que un livre, il faut être franc entre nous, on n'a pas besoin d'un téléphone pour le rendre mobile, hein. On le met sous le bras, il est mobile.
pas besoin d'électricité, la réglette suffit, le doigt est meilleur qu'une réglette pour suivre les pages. Donc quels sont les services que vous pouvez apporter en plus pour faire au moins aussi bien que cela? Et donc effectivement, demain, notre ambition au sein de notre consortium que nous avons créé il y a 1 an, qui a rendu son prototype au mois de décembre, et donc on fait la démonstration que cela marche, un consortium avec les principaux éditeurs français, Gallimard, La Martinière, Flammarion, le groupe Editis, avec des libraires physiques, le syndicat de la librairie française et 3 libraires, La Martine à Paris, La Procure à Paris et Dialogue à Brest, pour faire que ce livre que vous achèterez demain en numérique sur Internet ou dans votre libraire, vous puissiez en conserver les droits, mais vous puissiez aussi le donner, par exemple. Parce que nous avons une conviction qui est la même que celle que vous exposiez, c'est que le livre numérique sera un complément du livre papier. Et d'ailleurs, pour illustrer cela, on a commandité un sondage que l'on peut retrouver sur votre plateforme, bien évidemment, sur YouScribe, et également dans Livre Hebdo, dont je vois qu'il est sur vos chaises, et qui illustre qu'on n'est pas dans une guerre des civilisations avec la fin du livre et l'avènement d'un nouvel outil qui ferait table rase du passé. On est bien dans cette idée d'un modèle ouvert, d'un modèle européen, contrairement à d'autres qui veulent vous enfermer dans leur tablette et dans leur système. Très bien. Je voudrais rendre la parole quelques instants à Gilles, tiens, pourquoi pas, pour évoquer la question de l'abonnement illimité toujours, hein, pour rester bien dans notre focus, et puis pour pouvoir vous donner la parole d'ici 15 minutes. Gilles, est-ce qu'on peut dire que l'abonnement illimité, et puis on entendra Yves sur le sujet, a pour vocation quand même de limiter le piratage? Est-ce que la qualité d'un service de streaming est une occasion pour limiter ces phénomènes? Alors, il y a eu très large débat avec l'émergence du streaming quand c'est arrivé dans le domaine de la musique. Je fais cette transposition parce qu'elle est vraiment intéressante. Et il y a eu, d'une part, un débat qui vient d'être abordé sur le coût, le fait que les coûts étaient extrêmement bas et que c'était évidemment problématique pour les ayants droit. Mais il y a eu un autre débat qui était intéressant, qui consistait à dire, en créant une expérience qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement riche, on arrive à faire en sorte que on limite ce qu'on appelle le niveau de churn et on crée une relation d'une nouvelle nature avec les auteurs, avec les artistes, etc. Et je pense que autant ce débat a été très polémique au début lorsque des services comme Spotify ou Deezer ont été créés, autant il me semble qu'aujourd'hui l'industrie de la musique voit, sous réserve qu'on arrive à faire transitionner les business models, je crois que ça mérite une petite parenthèse, et aujourd'hui le business model des plateformes, et surtout des majors, c'est un business de setup fee, c'est-à-dire que Universal va aller voir Spotify et va leur dire donnez-moi 200 millions de dollars et puis avec ça je vous donne l'accès au catalogue, mais ce sont des coûts techniques, donc je ne reverserai pas cet argent aux auteurs. Il faut quand même être conscient de ça, c'est très problématique et c'est pourtant la base du business model des grands ayants droit aujourd'hui, qui est à mon sens une escroquerie, hein, pas autre chose. Mais sous réserve qu'on arrive à gérer ces aspects-là, il me semble qu'on aura augmenté la qualité de l'expérience, on aura augmenté la quantité d'usage, on a rendu un service supérieur aux consommateurs et au-delà de ça, on aura créé un lien qui sera de meilleure qualité entre les artistes et leurs fans, entre guillemets. Donc je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait important de le mentionner. Ce que je crois, et ce qui a été évoqué à plusieurs reprises dans le début de cette table ronde, c'est que la transition ne se fera pas de façon homothétique. C'est-à-dire que dans l'émergence de ces nouvelles plateformes, il y aura l'émergence de nouveaux usages, de nouveaux formats de contenu. Et on ne peut pas considérer qu'on va prendre les livres, on va les photocopier entre guillemets en mode digital, et puis que la transition sera faite. Ça, c'est vraiment l'assurance d'un échec. Et d'ailleurs, ce qu'on observe aujourd'hui dans le domaine de la musique, c'est que les formats et le mode de consommation a complètement explosé, qu'il est en train de se repositionner, et que c'est sous cette réserve-là qu'on réussira à rentrer dans un nouvel écosystème économique qui sera durable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit à l'égard de votre monde.
c'est que le nouveau format n'existe pas encore. Il doit être inventé aussi bien en termes de contenu qu'en termes d'expérience utilisateur. Marie. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce que c'est très intéressant, et vous aussi quand vous parliez des artistes, c'est qu'effectivement le nouveau format n'existe pas forcément, mais les auteurs vont être, en tout cas dans le livre, totalement partie prenante de cette évolution. Parce que c'est vrai que selon les communautés dont je parlais tout à l'heure, on a véritablement, on va dire, des auteurs qui ont des comportements différents et qui veulent vendre ou monétiser leur contenu de manière extrêmement différente. Donc c'est vrai qu'entre, par exemple, une grande star de la finance pour lequel on va mettre au point peut-être des vidéos, peut-être des MOOC, peut-être certaines choses, et puis un artiste qui veut parler de ses techniques photo ou de ses techniques artistiques, ça va être également très différent. Et on doit les impliquer et on ne peut pas leur imposer de modèle. Si on leur impose un modèle, ça ne va pas forcément fonctionner. Donc il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils y voient leur intérêt et qu'ils voient leur intérêt de faire évoluer le modèle papier vers quelque chose d'autre. Donc ce n'est pas une révolution de civilisation, mais c'est vraiment quelque chose au contraire où tout le monde sera partie prenante, à la fois les éditeurs, les auteurs et puis les opérateurs, les fabricants de tablettes, etc. Donc voilà, mais pourvu que tout le monde le veuille. Merci Marie. David, vous voulez rajouter un mot? Oui, je crois que c'est Daniel Pénac qui avait écrit sur les droits imprescriptibles du lecteur. Je pense qu'il nous revient d'inventer les devoirs imprescriptibles du livre, et que ce livre soit interopérable, pérenne, qu'il soit accessible en technique, qu'il soit accessible en prix. Et ça doit être la base pour conduire toute réflexion et tout projet industriel aujourd'hui. Je vous le disais, on est allé voir les libraires physiques, parce qu'il nous paraît important qu'ils soient avec nous et que l'histoire ne se fasse pas sans eux. Ne répétons pas les erreurs qu'on a vues par le passé, parce qu'on parlait de la musique tout à l'heure. Il faut voir qu'il y a des industries qui n'ont pas attendu Internet pour commencer de péricliter, parce qu'ils ont tué leurs distributeurs, par exemple. Ça a été le cas dans la musique, ça a été un peu le cas dans la presse. Et aujourd'hui, quand vous faites une étude sur des kiosques de presse au coin d'une rue, si vous avez un kiosque d'un côté, un kiosque de l'autre, vous en fermez un, vous n'avez qu'un lecteur sur deux qui traverse la rue pour aller dans son kiosque. C'est la même chose chez les disquaires. Et donc, un libraire aujourd'hui avec 2% de marge nette par an, c'est ça, hein, je crois, la moyenne des bénéfices aujourd'hui en France, ne peut pas se permettre de perdre 25% de ses lecteurs. Et c'est bien les gros lecteurs du papier qui seront les premiers gros lecteurs du numérique. D'ailleurs, la preuve, quand vous envoyez aujourd'hui un synopsis à un éditeur, il vous demande de vous l'envoyer en numérique et sûrement pas et surtout plus en papier. Et donc, on est bien à ce stade-là aujourd'hui, avec un marché certes encore naissant, mais qui a été multiplié par 10 en un an. Merci Yves. Sur Cobuzz, il y a le téléchargement et le streaming. Est-ce que tout ça fait bon ménage sur le site et qu'est-ce qui se développe davantage? Alors sur le fait que l'expérience utilisateur doit être vraiment non pas dupliquée mais entièrement réinventée, là je suis tout à fait d'accord avec Gilles Babinet. Il faut vraiment de ce point de vue-là se lâcher. Il faut vraiment imaginer tout ce qui n'existe pas. Je sers depuis 3 ou 4 ans de livres numériques et si ça n'existe pas, alors il y a beaucoup de choses à dire, il y aura beaucoup de critiques à faire, je pense, aux éditeurs par rapport aux livres numériques en matière d'indisponibilité, alors qu'en musique, vous avez grosso modo maintenant une offre qui est absolument gigantesque. Le livre est très très loin derrière. Et je pense que cette pusillanimité est extrêmement dangereuse. Et si je voulais être provocateur, je dirais que non. Je pense que le livre numérique va tuer les libraires. Je ne pense pas que les libraires peuvent, hélas, être partie prenante de l'avenir du livre numérique. Je pense que ça, c'est vraiment des foutaises. Je pense que le temps qu'arrive le livre numérique, les libraires auront en grande partie disparu. On verra, on en reparlera dans 5 ou 7 ans. Je pense qu'on peut se faire du bien en se disant des choses comme ça. Je n'y crois pas. Bon, alors maintenant, je vais revenir à mon expérience sur la musique. Chez Cobuzz, parce que je voulais, comme je le disais tout à l'heure, m'assurer que ce que je faisais allait rapporter des revenus aux artistes et aux producteurs, on dirait ici aux auteurs et aux éditeurs, je me suis préoccupé de me demander comment j'allais pouvoir segmenter mon service pour que chacun ait sa part. Un éditeur
un auteur qui publie pour 300 000 ou 3 millions de lecteurs n'a pas les mêmes économies qu'un auteur qui publie pour 7 000. On a exactement le même problème dans la musique. Donc pour cela, segmentation. Et la segmentation, elle passe par plusieurs aspects. Alors elle peut passer par la qualité. Donc chez Qobuz, par exemple, nous avons différentes qualités. Vous pouvez vous abonner, comme dans tous les autres services, à 9,99 qualité compressée. Puis vous avez une autre offre à 19,99 qualité CD. La même qualité que vous avez vécue pendant 30 ans. Bon, ça c'est une façon de segmenter. Il y a une deuxième façon de segmenter, éventuelle, à laquelle d'ailleurs je ne crois pas totalement, mais qui peut trouver sa part et qui n'a pas du tout encore été explorée correctement, qui est la segmentation par le répertoire. Par exemple, nous avons un abonnement classique. Vous avez la musique classique, vous n'avez que du classique, qualité CD, 15 €. Bon. Mais il y a plein d'autres choses peut-être qui sont à inventer là-dessus. Par exemple, la FNAC, elle a récemment lancé un abonnement à 2 €. Vous avez droit à une playlist permanente de 200 titres. C'est une façon de segmenter. Une troisième façon de segmenter qui n'a absolument pas été tentée, celle-là, et qui n'est même pas passée, je crois, par l'esprit des gens qui font des services de musique en ligne, que ce soit Google, Spotify et les autres, c'est la segmentation par la sociologie. Imaginez que dans une rue, vous avez 5 magasins qui vendent des manteaux à 500 € pour les dames. Il y en a un spécialisé dans les robes de mariée, enfin dans les jeunes filles. Il y en a une autre spécialisée dans les très vieilles dames. Il y en a une troisième spécialisée pour... etc. Et ça sera toujours des robes à 500 €, mais ça ne sera pas du même fournisseur. Et donc, dans un cas, une boutique arrivera à faire plaisir à tous les fournisseurs, par exemple, si je mets ça en musique, de Annie Cordy, de André Verschuren et de l'opérette. Un autre fera plaisir à tous les producteurs d'électro. Donc, cette segmentation par la sociologie, je dirais, n'existe pas. Et elle repose sur un travail des plateformes. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que toute l'expérience... Donc nous faisons téléchargement streaming. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il y a des produits qui, actuellement, même si ça peut changer dans le futur, ne peuvent pas trouver leur économie dans le streaming aujourd'hui, qui demain peut-être le trouveront quand les services de streaming se seront segmentés, se seront développés. En attendant, si on veut que ces gens continuent à pouvoir produire, il faut leur ramener des revenus. Et pour cela, il n'y a que le téléchargement aujourd'hui. Donc la segmentation, elle est une nécessité économique. Elle peut également prendre des formes de demande de qualité, comme quand par exemple on propose du téléchargement très haute définition. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de ce discours qui consiste à dire comme ils vont mourir, tuons-les tout de suite. Au contraire, les libraires ont des qualités, sont des prescripteurs. Je ne veux pas tuer les libraires. Je ne veux pas tuer. Des prescripteurs de la culture, du livre, et constitue un des points d'ancrage sur nos territoires importants. Et d'ailleurs, quand vous regardez dans des villes et villages, il reste souvent une agence, Orange, un libraire et un débit de tabac. Là, on est dans la démagogie. C'est important de la construction du débat. Au-delà, effectivement, c'est un métier qui se renouvelle, mais il ne peut pas être condamné au showrunning, comme le sont d'ailleurs d'autres distributeurs. Et vous le verrez, ça évoluera aussi dans la distribution, que ce soit de l'électroménager et autres. Vous ne pouvez pas avoir des clients qui ne viennent de chercher que du conseil et qui repartent chez eux pour télécharger sur Internet. Et vous verrez, la distribution vous fera payer demain le conseil dans ces boutiques. Merci pour cette précision. Je voudrais poser une nouvelle question à Marie, qui doit nous abandonner à 13 € plus tard. C'est pour ça que je profite de poser cette question. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Erol, comme d'autres éditeurs, ne publieront demain que des ouvrages uniquement en digital et non pas en papier, pour révoquer cette question de la présence des libraires ou des bibliothèques? Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable? Est-ce que c'est peut-être déjà le cas? Alors non, pas du tout, pas du tout. Là, je pense que de ma génération, on continuera quand même à faire des livres papier. Quant au soutien des libraires, on est quand même très présent. On a en propre 2 librairies. C'est vrai que c'est la grande librairie à Paris et une librairie à Aix-en-Provence, ainsi que des librairies dans les écoles de commerce. C'est vrai que c'est compliqué, les libraires, c'est très compliqué. Moi, je partage le point de vue de David. Ça serait très triste quand même d'avoir des villes sans libraires. Donc aujourd'hui, la librairie est aussi un secteur en mutation, donc qui doit être un lieu de rencontre culturelle, mais il faut les soutenir. Et il faudrait, le principal problème des libraires aujourd'hui, en tout cas on le voit chez nous, c'est l'accès à des loyers qui deviennent de plus en plus exorbitants, donc des modèles économiques quand même qui sont un petit peu difficiles. Mais c'est vrai que le libraire doit lui aussi peut-être évoluer pour être beaucoup plus prescripteur, et peut-être prescripteur de tablettes, de nouveaux outils, de bien connaître les auteurs, d'être des lieux de rencontre, de vendre d'autres objets. Enfin, il y a
toute une mutation à envisager. Voilà. Mais en tout cas, l'avenir de la librairie, enfin, on ne peut pas envisager l'avenir du livre sans l'avenir des libraires non plus. Hein. Absolument. Il y a beaucoup de lecteurs, d'ailleurs, qui lisent en digital, qui se retrouvent parfois dans des lieux physiques. Gilles voudrait peut-être raconter une anecdote sur le sujet. C'est quelque chose... Je crois qu'il ne faut pas faire d'angélisme et il ne faut pas se leurrer. Les disquaires ont tous disparu. Ils sont disparus et je crois que, évidemment, on a tous envie de dire, parce que on aimerait tous qu'il y ait un libraire qui reste dans les petits villages, parce que c'est quand même l'idée de la transmission du savoir et que c'est quelque chose de noble et que personne n'est contre ça. Pour autant, la réalité, c'est que si on se base sur ce qu'on connaît du passé, la probabilité pour que les libraires disparaissent, elle est extrêmement élevée. Et je crois qu'il ne faut pas le nier. Et il me semble qu'il y a deux stratégies. Il y a une stratégie que j'appellerais traditionnelle des institutions, qui consiste à dire on va subventionner cette industrie jusqu'à ce que les gens soient complètement clochardisés, qu'ils arrêtent d'eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui malheureusement arrive. On le voit dans bien des domaines. Puis il y en a une deuxième qui est de dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens-là transitionnent vers un nouveau modèle économique. Et moi, ce que je veux absolument éviter, c'est ce que j'appelle le syndrome du moine copiste. C'est-à-dire de se dire, voilà, c'est des gens qui vivent dans un monde qui est extrêmement protégé et qui ne voient pas la presse de Gutenberg arriver et qui continuent à jouer pendant 2 siècles les moines copistes aux côtés de la presse de Gutenberg. Et je crois qu'il faut mieux essayer de se positionner et de voir qu'est-ce qui peut être fait. Il y a une expérience que je trouve extraordinaire qui est en train d'arriver actuellement aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Starbucks Academy. Et pour les gens qui sont dans la transmission du savoir éducatif, dont vous faites partie, je pense que c'est une expérience que vous devriez regarder de près. C'est dans ce phénomène des MOOC que vous connaissez, donc les Massive Online Open Course, qui sont ces universités en ligne. Les gens sont dans un environnement qui est totalement virtualisé. A priori, ils n'ont pas besoin de se voir. Mais en fait, si. Parce qu'ils se disent, attends, moi, je viens de passer 5 heures devant un écran d'ordinateur, j'ai envie de partager mon expérience éducative, mon expérience d'accès à la connaissance avec d'autres gens. Et donc, comme je suis dans un tout petit village et qu'il n'y a pas Stanford juste à côté de chez moi, je vais poster sur la plateforme, voilà, je suis dans, je ne sais plus comment s'appelle le bled qui est à côté de la frontière mexicaine, qui a servi d'exemple, qui fait l'objet d'un article dans le New York Times. Et finalement, les gens se retrouvent au Starbucks Café et partagent leur savoir. Ils partagent ce savoir. Et ça, je trouve ça génial, parce que Starbucks s'est dit, finalement, comment je peux faire en sorte que ces gens-là qui, finalement, ont pris le Starbucks parce que c'est le seul endroit où ils pouvaient se retrouver, disposent d'un endroit qui leur soit bien conçu pour eux, donc avec la vidéoprojection, la possibilité d'avoir des chaises qui ne soient pas toutes autour d'une table, mais toutes mises dans le même sens, etc., etc. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que voilà l'idée d'une transition un peu vers le haut. Je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs pour les libraires. Et je crois qu'au-delà de ça, ce que je voudrais dire à cet égard, c'est que pour ceux qui lisent en anglais, il y a le dernier numéro de Wired, qui est la revue anglo-saxonne qui parle de technologie. Il y a tout un dossier d'une dizaine de pages sur le fait que les Américains sont en train de se dire « Ok, le commerce en ligne, c'est sympa, mais les gens, ils veulent du conseil, ils veulent retourner dans un endroit. » Et donc, l'idée, c'est pas de leur dire puisque vous êtes venus dans la boutique, on va vous vendre le conseil et ça va vous coûter plus cher d'acheter chez nous qu'ailleurs. Mais c'est leur dire comment on peut créer des expériences complètement nouvelles autour du commerce qui font en sorte que les gens, finalement, ils payent le prix du online et ils bénéficient d'un service supplémentaire qu'ils vont payer par ailleurs en venant dans les boutiques. Donc, c'est ce que je crois. Le message, c'est de dire, plutôt que de réagir en mode conservateur, réactionnaire, et de se dire comment est-ce qu'on peut empêcher les méchants de venir nous embêter, comment est-ce qu'on peut construire un service où on amène une valeur ajoutée supplémentaire et différente, comment on repense le produit, comment on repense le service qui est autour du produit pour finalement enrichir l'expérience. Et c'est vraiment ça, je crois que moi, ce qui m'intéresse, et c'est le cœur de tout ce que je fais d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on pense le produit en termes d'accroissement de la qualité et non pas de dégradation de la qualité et de low cost où on retire des choses pour réussir à finalement transitionner dans cette nouvelle économie.
Mais c'est exactement nous, ce qu'on essaye de faire et ce qu'on voudrait faire dans les années à venir avec nos auteurs, c'est d'avoir un livre et par rapport à ce livre, d'avoir également la conférence, les conseils qui vont avec, éventuellement les chats online et beaucoup d'autres choses. Donc de se dire, un auteur a un savoir, a du contenu et on le décline dans énormément de formats, dont le passage obligé souvent, et il se prête très volontiers au jeu par des librairies ou des salles de conférences pour justement débattre avec les lecteurs, hein, tels les artistes dans la musique qui vont faire des concerts. Je voudrais juste dire un mot, j'ai fait un peu de provoque tout à l'heure avec cette affaire de libraire, c'est parce que j'ai vu mourir tous les disquaires et en même temps je m'intéresse beaucoup aux livres, ça fait donc des années que je suis abonné à Livre Hebdo et je regarde comment les éditeurs en général sont très compatissants et très accompagnateurs vis-à-vis des libraires. Et je me dis, ça suffit pas. Et il ne va pas suffire non plus à dire aux libraires, vous allez devenir salon de thé, parce que moi, ce qui se passe souvent quand je suis chez un libraire, c'est que c'est affreux, mais je regarde si c'est disponible en numérique, et si c'est disponible en numérique, bon, ben, je ne l'achète pas chez le libraire, mais il m'aura donné l'idée. Je ne vois pas comment il va d'acheter ce livre, je ne vois pas comment il va gagner sa vie là-dedans. Alors, je voudrais juste revenir au streaming, c'était quand même le sujet. Je pense qu'en musique, on a eu quelque chose qui est aujourd'hui un peu démodé, caduque, c'est cette séparation, ce concept entre le téléchargement à l'acte et le streaming. Je pense que cette chose-là est en train de s'effacer. En fait, vous avez vos contenus dans le cloud, et ces contenus sont disponibles, et vous pouvez y avoir accès par des droits d'accès différents. Des droits d'accès temporaires, parce que vous êtes abonné à un service de streaming, d'abonnement, et des droits d'accès définitifs, parce que vous avez acheté ce produit pour toujours, même si en fait vous ne le stockez pas en local. Et cette vision-là permet d'envisager justement des consentements à payer différents, puisque on n'est plus alors dans la boulimie, mais on est dans le désir, là aujourd'hui, d'accéder à ce produit ou de l'avoir toujours ou d'être sûr que d'acheter pour toujours les droits. Être un point important. Oui, d'accord. Yvon s'est beaucoup inspiré de ces principes dans YouScript, puisque pour les éditeurs, on offre le téléchargement payant et l'abonnement illimité. J'ai évoqué tout à l'heure la baisse quand même de la lecture auprès des lecteurs. Plusieurs statistiques l'ont encore rappelé récemment, une étude du SNE. Je voudrais reposer cette question de compétition et la poser à David en particulier, puisque Orange est quand même chez plusieurs millions d'utilisateurs, elle devient un outil culturel en soi. Est-ce que les éditeurs qui tardent, comme Gilles l'a souligné, à faire leur transition digitale, qui se posent des questions, qui vont doucement, est-ce que quand même il n'y a pas un facteur compétition entre les jeux vidéo, entre la musique, avec ces différents contenus qui se trouvent même sur les appareils mobiles qu'Orange diffuse par ailleurs? Est-ce que la compétition va être dure pour les éditeurs de l'écrit, pour les auteurs qui écrivent? On ne peut pas être dans la moitié des poches de nos concitoyens et ça ne vous crée pas quelques responsabilités. Et c'est pour ça qu'on a toujours pris le parti d'assumer cette responsabilité en investissant massivement dans la distribution des contenus et services. Sur la compétition que vous relevez, il faut bien voir quand même que le temps de vie s'allonge. On gagne 1 mois de vie par trimestre vécu encore actuellement. C'est plus 50% depuis un siècle. Et c'est clairement au profit d'une société du divertissement et de l'apprentissage des connaissances. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui dit numérique, dit obligation de savoir lire, même s'il y a quelques logiciels qui, en réalité, vous permettent de le contourner. C'est quand même la moitié de la population mondiale qui est concernée. Qui dit numérique dit accès à tous les savoirs, à toutes les œuvres, y compris à des œuvres disparues ou auxquelles on a du mal à accéder, ou qu'on ne lit plus parce qu'il y a eu effectivement une perte de lecture. Moi, j'étais surpris de voir que ma fille, en 3e, lisait des versions abrégées des Misérables, par exemple. Et ce n'est pas lié au numérique, hein, c'est que les professeurs considèrent que les enfants aujourd'hui n'ont plus cette capacité-là. Demain, le numérique peut vous permettre, parce que vous aurez des formats de dictionnaires associés, d'encyclopédies, d'aller redécouvrir des livres. Guerre et paix, vous avez des personnages qui reviennent à 150 pages les unes des autres, avec des noms à rallonge. Le dictionnaire peut peut-être vous permettre de resituer ce personnage. C'est pour ça que nous, on mène des expériences
et ce ne sont encore que des expériences. Je ne suis pas là pour dire ça sera ainsi, mais on y va à tâtons. Dans le cadre, avec la Bibliothèque nationale de France, on a créé des œuvres enrichies. Il y a déjà Candide qui est accessible gratuitement sur le App Store, et dans lequel on l'associe avec un dictionnaire de Candide autour de la Méditerranée, une carte interactive et une zone de partage des lecteurs pour partager leur coup de cœur, leur compréhension. Et là, on est dans le cadre d'une formule un peu enrichie, un peu différente de l'œuvre littéraire. Très bien, merci. Vous voulez rajouter un mot? Sinon, oui, Yves. Juste un mot. J'ai une vision assez traditionnelle et réactionnaire de la culture, y compris numérique. Donc en fait, quand je lis Candide, j'ai pas envie qu'on me montre la carte, etc. Par contre, je pense très important, que ce soit en numérique ou sur du papier, d'apprendre à lire aux jeunes. Je pense que le numérique, c'est pas forcément le gadget, c'est de la culture. Et il faut peut-être regarder ça de manière plus traditionnelle, finalement, que uniquement du côté de cet enchantement technologique. Apprendre à lire, oui, mais apprendre à lire aussi entre les lignes et entre les lignes numériques, et ça doit faire partie des enseignements, effectivement, des plus jeunes, de savoir quelles sont les économies en jeu aujourd'hui sur le numérique. Est-ce que le développement des systèmes d'abonnement numériques de type YouScript peuvent, à votre avis, développer la lecture chez les jeunes, l'encourager, les faire lire plus? Oui, absolument. Je pense que ça permet justement aux jeunes qui sont quand même habitués à ce genre d'expérience, en tout cas pour la musique. Je pense que pour la lecture, ça peut tout à fait permettre de conquérir une nouvelle cible et peut-être de jeunes qui se désintéressaient un petit peu de la lecture, de montrer que finalement on est compatible avec des formats tout à fait dans l'air du temps. Ce qui me semble important, c'est que quand on parle de streaming, je suis toujours un peu gêné parce que je préfère parler d'expérience. C'est-à-dire de dire, voilà, l'expérience, c'est l'accès à un catalogue illimité, par exemple, ou thématisé, ou je ne sais quoi. Et je crois que moi, quelque chose qui m'a toujours attaché dans le développement des services et des startups que j'ai lancés, c'est d'oublier la technologie, de faire disparaître la technologie. C'est, il me semble, la vocation même des services réussis, et c'est à ce titre qu'on réussit. Je pense que fait Apple démontre particulièrement bien cette notion-là, et il me semble que dans le domaine du contenu, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un domaine où, si on veut aller à l'essence même de ce qui est intéressant, et qu'on doit être un programmeur pour y arriver, ça ne marche pas, par définition. Donc cette notion de streaming, elle est de nature à induire un peu les gens en erreur, et en particulier les parties prenantes, les ayants droit, etc. C'est qu'ils vont voir une problématique technologique, alors qu'avant tout, c'est une proposition d'usage qui est faite. Et pour y répondre, je pense que oui, effectivement, il y a un potentiel qui est absolument extraordinaire autour de ça, parce que il me semble qu'une des caractéristiques clés de l'Internet et du numérique en général, c'est que la valeur, ça n'est plus dans la quantité auquel on accède, mais c'est dans la capacité à faire ce que les Américains appellent la curation, c'est-à-dire à réussir à proposer des contenus qui sont pertinents en fonction de l'utilisateur. Et ça, c'est un domaine qui commence tout juste à émerger, c'est le monde de la donnée, c'est ce qu'on appelle la big data, etc. etc. Et ces notions-là sont absolument fondamentales parce que c'est ça qui permet de contextualiser une information et de faire en sorte qu'elle ait de la valeur. L'information, ce qui crée sa valeur, c'est pas le fait qu'elle existe, c'est le fait qu'elle ait une interaction avec les gens qu'elle intéresse. Et il est évident que sur ce plan-là, on commence tout juste à faire des choses qui sont pertinentes. David. J'ai croisé un éditeur récemment, je ne vous dirai pas son nom, qui m'a dit on n'a plus personne qui lit, mais on a un vrai problème, c'est que tout le monde veut écrire. Et effectivement, des services comme ceux que vous proposez vont permettre aussi à tout à chacun d'exposer à la face du monde ses écrits. Ça ne corrige pas le problème, qu'il faudra le promouvoir ensuite, le faire connaître. Et dans des industries culturelles dont vous le voyez bien, les blockbusters sont à l'œuvre. J'ai une tribune sur Slate sur la base d'un livre qui s'appelle Blockbuster, que je vous conseille vivement, et qui montre aujourd'hui que vous avez des producteurs de cinéma qui visent le hit mondial. Vous avez, et quand vous sortez un James Bond, vous sortez sur tous les écrans de la planète le même jour, et d'ailleurs vous investissez plus en promotion de votre film qu'en production pure. C'est le cas également dans le monde de l'édition. Quand Madame Rowling sort son livre, il sort partout en même temps
dans le monde, et bien évidemment c'est un des effets du numérique aujourd'hui, et qui impose à ces nouveaux auteurs de pouvoir y réfléchir, parce que ça restera une goutte d'eau sinon dans un océan numérique. Parce qu'au final, il n'y a pas plus antinomique que la culture et le numérique. Le numérique parle disruption permanente, évolution technologique, là où la culture parle local, parle une sorte de continuité finalement, comme une ligne de vie culturelle. Merci. L'heure avance et nous avons pensé utile de vous réserver un espace de temps pour des questions dans la salle. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Est-ce que quelqu'un ici, parmi vous, se jette à l'eau? Il y a un micro. Oui, très bien. Soyez gentil de vous présenter, si ça ne vous dérange pas. Bonjour, je m'appelle Thomas Quélin, je travaille dans le domaine des applications mobiles. Voilà. La question s'adresse à vous, Monsieur le Président du Uscribe. Vous parliez, et Gilles Babinet par la même occasion, vous parliez de rémunération des auteurs en prenant à témoin l'exemple de Spotify, donc avec le mécanisme de setup, et j'ajouterais aussi de revenus chers ensuite à chaque clic. Comment est-ce que ça va se passer chez Uscribe? Alors, chez Uscribe, nous avons proposé à tous les éditeurs un système de comptage des pages lues. Nous le faisons déjà sur Uscribe depuis la création. Nous avons maintenant plus de 550 000 membres inscrits et tous ces acteurs lisent et nous décomptons chacune des unités documents en fonction du nombre de pages. Nous allons reverser 60% du produit des abonnés, mois par mois, à l'ensemble des éditeurs, titre à titre, de façon transparente, permanente, pour que les éditeurs puissent reverser cette partie titre à titre à leurs ayants droit. Ça, c'est la formule de Uscribe. L'ensemble du chiffre d'affaires est comptabilisé, reversé chaque mois à part de 60%, en fonction du nombre de pages lues que nous enregistrons déjà techniquement depuis plusieurs années. À charge pour les éditeurs de répartir, mais comme ils ont à le faire pour le produit des revenus issus du droit de prêt, par exemple, qui est assez similaire, comme la SACEM le fait dans le domaine de la musique. Donc, ce sont des pratiques qui sont quand même déjà établies dans les industries culturelles. Naturellement, pour des auteurs, David en parlait tout à l'heure, qui publient directement sur la plateforme, c'est 60% du produit qui leur revient. Vous avez posé la question à Gilles, je vais lui passer la parole. C'est vrai qu'en termes de business model et de répartition, c'est incroyable ce qu'on a vu. Et je pense qu'il faut bien avoir l'esprit qu'un patron de maison de disques et de major, son bonus, il est calculé à la fin de l'année. Il n'est pas calculé sur le fait d'avoir projeté la société dans ce qui se passera dans 3 à 5 ans. Ça a fait un mal. Je crois que la culture anglo-saxonne dans le monde de la musique a fait un mal absolument incroyable parce que ces gens-là ont tout fait pour freiner l'émergence du numérique dans ce domaine-là. Et en conséquence de quoi, malgré tout ce qu'ils disaient, ils se sont retrouvés à avoir un conflit ouvert avec leurs consommateurs, qui étaient des jeunes qui allaient sur les plateformes de peer-to-peer, avec tous les procès retentissants qu'on a eu avec les RIA aux États-Unis. Pour moi, c'est le pire de ce qu'il ne faut pas faire. Et je peux vous dire que moi, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est que l'irrationalité des acteurs concernés est sans limite. C'est-à-dire que quand vous dites aux gens, ben voilà, votre intérêt, c'est plutôt de faire ça, de vous organiser comme ça, et collectivement d'innover, etc., ils font exactement le contraire. Et je crois que, si vous voulez, vous avez une chance, c'est qu'ils sont passés avant vous, et donc vous avez de quoi observer ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils ont fait à peu près tout ce qu'il ne fallait pas faire, de façon extrêmement consciencieuse. Et je crois qu'ils continuent d'ailleurs, parce que ce que je vous disais à l'égard des setup-fees, c'est juste honteux. D'ailleurs, la Commission européenne est en train de s'intéresser à ça, en disant on ne peut pas laisser ce secteur se faire démolir par des gens qui ont des comportements de voyous, c'est pas autre chose. Hein. Et si vous voulez, j'en parle d'autant plus librement que je suis plus dans le domaine de la musique que j'y étais pendant un certain temps. Et je pense que dans le domaine du contenu du livre, pardon, je sais que l'expression contenu est à éviter,
Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont plus rationnels, je pense. En tout cas, moi j'ai discuté avec le patron de très très grands éditeurs, mais qui restent quand même un peu attentistes. Et je pense que c'est important d'éviter une culture de la défiance qui a caractérisé l'industrie de la musique et de faire en sorte que la concertation soit le maître mot et qu'il y ait des business models vertueux, aussi bien en termes de PNL, de compte de résultats, que de gestion du cash avec les phénomènes d'avance non rationnels. Vraiment, ça me semble, vraiment, juste un mot sur la musique, ça me semble vieillot comme analyse. Il suffit de se demander combien vaut Spotify, combien est valorisé Deezer, etc. Et combien sont valorisées même les plus grandes maisons de disques aujourd'hui pour se rendre compte que la création de la valeur, elle n'a pas été faite du côté de la musique, elle a bien été faite du côté de ces plateformes. Oui, Marie, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, je profite que le micro est à côté. Donc, je m'appelle Houssen Algartit. Je travaille pour la société Z. Dans l'offre YouScript d'abonnement illimité, comment vous vous placez par rapport à la loi du prix unique en France? Oui, c'est une question évidemment intéressante. Nous avons beaucoup réfléchi et au fond, comme je l'ai dit au début, nous sommes une bibliothèque digitale. Or, dans une bibliothèque, merci beaucoup. Mais vous entrez dans une bibliothèque et puis vous avez un accès illimité à tout ce qui se trouve dans les rayons de la bibliothèque, le temps que vous dédiez à la lecture dans cette bibliothèque. Et au fond, je me suis dit que c'était la meilleure façon de raisonner sur le prix unique, c'est qu'au fond, dans le cadre d'une bibliothèque, la référence au prix unique, on ne se la pose pas dans une bibliothèque municipale ou dans une bibliothèque universitaire. Et donc, de ce point de vue-là, on n'est pas dans la logique de la librairie, d'un prix de référence, que l'on propose par ailleurs avec les éditeurs, parce que vous pouvez acheter n'importe quel ouvrage de n'importe quel éditeur. En fait, tous ceux qui sont ici, qui ont une offre numérique, sont, à ma connaissance, peut-être pas intégralement, mais présents sur YouScript. Là, c'est un modèle plutôt de bibliothèque. Donc, la question du prix unique me paraît du monde de la librairie. Donc, si je comprends bien, vous êtes une entreprise à but non lucratif qui fait un service public. Ça, c'est une bibliothèque. Ce que vous faites n'est pas ça. Ça nous emmène un peu loin, c'est une question aussi intéressante. C'est un modèle de bibliothèque, comme je crois que Spotify et Cobuzz ont des modèles de bibliothèque. À ma connaissance, il existe des bibliothèques privées partout dans le monde aussi. Il n'y a pas que des bibliothèques publiques. En tout cas, c'est des questionnements qu'il faut avoir. Mais pour un service d'abonnement illimité, on ne peut forcément pas faire référence au prix unique. Bonjour, je m'appelle Aurore, je travaille chez un éditeur. Sur la question que vous évoquiez à l'instant, je trouve qu'on ne peut peut-être pas faire référence au prix unique, mais il y a des initiatives qui se font de bibliothèques numériques, de prêt numérique en bibliothèque, qui vont fonctionner exactement comme fonctionne le prêt en bibliothèque physique aujourd'hui. C'est-à-dire que les éditeurs vont vendre des livres à des libraires qui vont les vendre à des bibliothécaires et que tout ça va être... il y aura un prix pour ce livre en question qui ne sera pas le même que le prix public, un nombre de téléchargements autorisés, des consultations qui seront encadrées. Et là, du coup, vous êtes un peu quand même à cheval sur deux choses, parce que vous n'êtes pas une bibliothèque, sinon on peut, à ce moment-là, appliquer ce modèle-là à YouScript ou à d'autres acteurs qui proposeront de l'abonnement. Alors, je pense que vous faites référence au droit au prêt, qui est actuellement en cours de discussion à Bruxelles et au ministère de la Culture. C'est ça dont vous parlez? Alors, c'est sans doute en discussion au ministère de la Culture, mais en tout cas, il y a des tests qui sont en cours en France actuellement, avec le PNB, prêt numérique en bibliothèque. Ouais. Alors, moi, j'ai un rôle auprès de Bruxelles et il se trouve que j'ai eu une discussion à ce titre. Je crois que c'est... quelque chose qui inquiète beaucoup votre industrie, en tout cas les éditeurs qui pensent que c'est un modèle qui ouvre la porte à une utilisation gratuite et massive.
Et je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème à minima de pédagogie à ce sujet. Et dans les discussions que moi j'ai eues à ce titre à Bruxelles, j'ai évoqué le fait que le streaming et la solution que tu as évoquée peut effectivement être une sorte de juge de paix. Donc je pense que d'abord, effectivement, il y a des expérimentations et on est dans le domaine du test et de la meilleure compréhension de ce dont il s'agit. Et il me semble que, encore une fois, une façon d'éviter des approches un peu idéologiques et coercitives à l'égard des business models un peu vertueux, c'est d'essayer d'en sortir vers le haut en proposant de nouvelles alternatives. Et moi, je pense que ce qu'on appelle, entre guillemets, le streaming est une excellente approche, parce que on continue à être dans une logique de répartition à l'usage, et on peut très bien envisager d'avoir des modèles qui permettraient, entre guillemets, de repenser un mode de librairie numérique, de bibliothèque numérique, sur la base de ce type d'approche. David. Oui, le label et la norme MO3T que nous avons développé avec les éditeurs et les libraires dont je vous parlais tout à l'heure permettra demain de gérer des droits temporaires qui s'apparentent à de la location. Et j'en reviens sur les libraires, c'est que le deuxième acheteur des librairies après leurs lecteurs, ce sont quand même les bibliothèques. Et aujourd'hui, des collectivités territoriales qui feraient des appels d'offres mêlant du papier et du numérique, il n'y a guère qu'Amazon aujourd'hui qui sache y répondre. Et donc, moi, je veux permettre aussi demain aux libraires physiques de pouvoir répondre à de tels appels d'offres, et sur le numérique et sur le papier. Yves, tu veux rajouter un mot? Je trouve c'est très amusant la réflexion qui est faite par rapport au modèle économique de YouScribe et comment YouScribe... Parce que c'est un peu la question que je me suis immédiatement posée lorsque j'ai reçu ton invitation à ce débat. Je pense que les bibliothécaires ont et on en a parlé aussi avec les bibliothèques pour les problèmes de musique en ligne. Et rien de sérieux n'existe actuellement au niveau de la musique en ligne, vraiment, avec les bibliothécaires, ou rien qui soit vraiment satisfaisant. Et à l'époque, la discussion, c'était de dire, finalement, s'il s'agit simplement de donner aux bibliothécaires la possibilité de rétrocéder des abonnements à Cobuzz ou à Deezer à leurs abonnés, alors ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il va falloir, c'est que le bibliothécaire s'exprime et fasse le boulot pédagogique qui est le sien. Donc en ce sens, ce n'est pas tout à fait le même boulot, et je pense de la même manière que le boulot de YouScribe va certainement être, je ne me suis pas encore beaucoup servi du service, mais de créer des enchantements, et là, qui sont un peu du domaine du privé, des usages. Il y aura beaucoup de moyens de lire, comme il y aura beaucoup de moyens d'écouter la musique, contrairement à ce qu'on a voulu nous expliquer. On a voulu nous expliquer que la messe était dite avec Spotify et Deezer, et on n'y est pas du tout. Et vous verrez qu'en musique, en livre numérique et en lecture numérique, ce sera exactement pareil. Un énorme marché, il y aura beaucoup de comportements différents et beaucoup d'usages et beaucoup d'enchantements différents à créer selon les clientèles. Merci pour ces précisions. Alors, une question, oui, devant. Bonjour. Lorsque vous dites page lue, j'imagine que c'est page affichée. Et encore moins page comprise. Dans la définition technique de page lue, c'est en effet parce qu'on ne peut pas faire autrement. Une page vue. Mais ça nous arrive aussi avec du livre papier. De voir une page sans la lire, comme ça nous arrive d'acheter des livres sans les lire, de les offrir en sachant qu'ils ne seront pas lus. Donc on fait le mieux qu'on peut pour respecter une équité entre les maisons d'édition, qui est de comptabiliser une page techniquement affichée et vue. On espère qu'elle sera lue, peut-être 2 fois d'ailleurs, mais sinon c'est le concept de page affichée, absolument. Est-ce qu'il y a encore des questions? Et si on revient 2 fois ou 3 fois sur la même page? Elles sont toujours comptabilisées techniquement, donc plusieurs fois, de la même façon qu'on peut relire un chapitre ou revenir sur une page. C'est de nouveau une question de transparence. YouScribe, pour ceux qui connaissent, le trafic est affiché en permanence, le nombre de membres est affiché en permanence, il y a 1000 nouveaux inscrits tous les jours. Sur le site YouScribe, de lecteurs ou d'éditeurs qui publient. J'espère 2000 par jour, d'ailleurs, à partir de la rentrée prochaine. Donc, il y a une volonté de transparence.
de la même façon que ce sont les éditeurs qui choisissent leur offre. Ce sont les éditeurs qui choisissent la chronologie des médias qu'ils préfèrent. Ce sont les éditeurs qui peuvent tronçonner leurs livres. C'est aussi une question intéressante aussi pour le prix unique d'ailleurs, c'est que sur YouScribe, un éditeur peut faire d'un seul livre 10 unités à proposer à ses lecteurs. Pas tellement dans la fiction, hein, on comprend bien. Donc de ce point de vue-là, la page lue 2 fois amène sa part de rémunération à niveau de lecture équivalent. C'est comme ça qu'on l'a conçu. On est à l'écoute évidemment des professionnels en ce domaine, mais ça nous paraît la transparence, un élément clé pour que tout le monde s'y retrouve. Oui, bonjour, Laure Deschamps, La Souris Grise. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, vous avez réfléchi à intégrer des contenus pour la jeunesse? Parce que là, on est sur des marchés assez différents et des formats techniques et des accès aussi au savoir assez différents. Oui, alors ça nous amène loin. Nous, on fabrique l'expérience utilisateur la plus satisfaisante dans un modèle de bibliothèque. Nous avons pratiquement tous les jours des étudiants qui viennent publier les documents qu'ils ont produits à l'occasion de leur stage ou à l'occasion de leurs travaux en groupe. Ce ne sont pas des textes spécialement pour la jeunesse, mais ce sont des textes que les éditeurs n'auraient jamais pu publier et que YouScribe rend publiable. Je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais c'est une bibliothèque, elle est ouverte. Et... Pas du tout. Hein. Oui, j'imagine. Alors, quand je dis jeunesse, je parle vraiment des enfants. Hein. Je parle des moins de 12, donc il y a un marché particulier où l'EPUB d'ailleurs est très peu utilisé, très peu adapté, sauf dans son format enrichi. Donc est-ce que également du côté d'Orange, il y a peut-être une réponse là-dessus. Comment est-ce que vous traitez cette problématique-là? Et est-ce que d'une manière ou d'une autre, de votre côté, vous avez prévu à terme un abonnement illimité sur ce type de contenu, donc vraiment pour les enfants? Oui, alors je vais passer la parole à David tout de suite pour ne pas monopoliser la conversation. Nous, on a prévu un seul bouquet illimité pour l'instant, qui est ouvert à tous. J'espère naturellement que les moins de 12 ans, ils trouveront un intérêt, ou les parents en tout cas, à s'abonner. Donc on va veiller dans les équipes à avoir des catalogues les plus intéressants possibles. Mais on n'a pas prévu des abonnements portant sur des catalogues spécifiques. De la même façon que quand vous entrez dans une bibliothèque municipale, vous entrez pour tout, et avec vos enfants. L'opérateur mobile que je représente sera toujours au-delà de l'extrême vigilance sur les communications qu'il peut adresser aux plus jeunes. C'est pour ça que, par exemple, on s'est engagé à ne pas vendre de téléphone mobile spécifique pour les enfants. D'ailleurs, vous voyez bien dans nos publicités, on ne met jamais en scène des enfants. Il y a un principe de précaution, et donc on fait très attention, ne serait-ce que vis-à-vis des ondes que peuvent émettre des appareils numériques, et ça, c'est un point très important. Ensuite, des familles qui souhaitent acquérir des livres pour les plus jeunes, bien évidemment, ils le pourront demain par l'intermédiaire d'un label et d'une norme comme MO3T. Et d'ailleurs, ils pourront même acheter des livres numériques avec leur argent de poche pour les plus jeunes, par exemple au libraire du coin de leur rue. Et c'est quelque chose qui nous semble particulièrement intéressant. Merci. Il y avait une question là-bas. Je fais le tour et puis je vous la repasse tout de suite après. Merci. Hervé Hugueny, Livre Hebdo. Oui. Alors on peut supposer qu'il y aura au moins un rôle dans votre offre au début. Est-ce que vous pourriez nous dire quels seront les autres éditeurs? Oui, alors on préfère vous réserver à tous la surprise. Ce sera autour du 20 avril. On peut supposer, en effet, il y en aura d'autres. On va proposer une offre de 10 000 titres au lancement, dont un petit nombre de bons éditeurs qui sont sur le salon. Notre ambition n'est pas, et Yves l'a rappelé tout à l'heure, de lancer une offre immense avec 650 000 ouvrages. En gros, c'est l'offre des éditeurs traditionnels, mais d'y aller pas à pas
et de faire l'expérience progressivement avec les éditeurs. Voilà, il y aura à peu près 10 000 livres, Hervé, au catalogue, lors du lancement, et on va plutôt se spécialiser vers des ouvrages de savoir, des ouvrages pratiques, moins sur la fiction au départ, parce que c'est le rayon, la spécialité qui nous est apparue la plus intéressante de travailler. Il y avait une question derrière. Bonjour, Agnès Demey, je suis professionnelle du livre en région. Et ma question était sur la certification du comptage, justement, de ces pages vues, de ces données en fait, qui constituent après une rémunération juste pour les auteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est travaillé là-dessus, puisque j'ai cru comprendre que, par exemple, sur Amazon, les éditeurs ont très peu de visibilité sur ce qui est réellement vendu et que ces chiffres sont opaques? Oui, alors je n'ai pas une réponse tout à fait précise à vous apporter. On n'a pas prévu d'intervention d'un tiers au départ. Si il nous apparaît que ça doit s'imposer ou que ça sécurise tout le monde, on le fera sans difficulté. Hein, toujours dans cette logique de transparence que l'on a, moi je ne verrai aucune difficulté à ce qu'un tiers certificateur vienne cautionner les modes de calcul et le bien fondé des calculs que nous proposons. Je suis très ouvert à cela, d'autant plus que nous sommes dans le numérique, donc dans l'apesanteur, en tout cas, des consultations et des lectures. Il y avait une question ? Et qu'en est-il des autres professionnels, en fait, dans ce domaine, dans le livre numérique ou dans les autres domaines? Est-ce qu'il y a l'existence d'un tiers certificateur de ce type, hein, en musique? Je vais poser peut-être la question à Yves, qui a, dans le domaine de la musique, peut peut-être évoquer ce problème de la certification des écoutes. Il n'y a pas actuellement véritablement de certification, mais il y a des clauses d'audit très précises dans les contrats que nous signons avec les éditeurs. Il y a aussi un suivi très très attentif de la part des éditeurs de ce qu'on fait. Et je peux vous dire que quand par hasard il y a un petit souci technique, une chose comme ça, ils nous tapent très fort sur les doigts. Vous imaginez si par exemple nous mettons Madonna 3 jours à l'avance en streaming ou en téléchargement par erreur. Ça nous est arrivé un jour avec les Scissor Sisters, on était vert de frayeur. Bref, vous savez, ça a des conséquences catastrophiques. En revanche, et je ne crois pas qu'il y ait de problème, franchement, de sincérité dans le reporting aujourd'hui. C'est ce que j'ai l'impression dans le monde de la musique numérique. Il y a des problèmes de sincérité dans l'affichage des chiffres en relations publiques, mais ça, c'est autre chose. Oui, et alors après, vous... D'accord. Rebonjour. Rebonjour, je m'appelle toujours pareil, je travaille toujours pour la même société. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure, en donnant l'exemple de la possibilité qu'ont les étudiants de uploader des documents sur votre plateforme, de l'ouverture que vous donnez aux gens qui veulent publier. Alors, comment vous vous assurez de la légalité de ce qui est publié, de ce qui est uploadé? Alors, c'est une vaste question qui touche tous les contenus dans l'Internet. Nous, on a mis en place un système tout à fait inspiré des plateformes existantes, de YouTube et de Dailymotion, par exemple. On en citait que quelques-unes existent dans le domaine de la musique. Peut-être que chez Orange, il y a des solutions qui sont mises en place. Nous gérons le système de signalement d'abus. C'est-à-dire que tout utilisateur de la plateforme YouScript peut signaler, et nous le traitons en général dans les 2 heures, tout contenu qui pose une difficulté, par exemple une difficulté relative aux droits d'auteur, une question relative aux bonnes mœurs, on en a très peu jusqu'à présent, mais cette fonction existe, chaque utilisateur peut signaler un abus, argumenter, joindre des pièces nécessaires, et nous les traitons le plus rapidement possible, mais toujours dans les 24 heures. Je reviens au livre d'enfants. On a parlé de livres pour des enfants. Vous me comprenez, je ne suis pas française. Je m'appelle Giulietta Leonetti.
Je viens de l'Espagne. Vous avez dit que je crois que le problème avec le livre pour des enfants, c'est que votre applicatif ne supporte pas les EPUB 3. Vous avez une idée de quand ces formats seraient supportés par votre applicatif? Alors, nous acceptons déjà près de 20 formats, je pense. Il faut nous laisser un peu de temps pour arriver au 21e format, l'EPUB 3 en l'occurrence. Je n'ai pas de date précise, mais on fera le maximum pour le rendre l'upload possible des EPUB 3, j'espère, avant la fin de l'année. C'est beaucoup de travail, mais suivez-nous, et dès que ce sera possible, on le fera. Pour les autres, sachez que les formats Word, les formats PowerPoint, les formats Excel, les formats EPUB 2, les formats PDF, bien sûr, sont utilisables pour uploader n'importe quel document et très simplement à tout moment. En effet, pour la jeunesse, c'est plus difficile. On ne peut pas tout faire bien dès le départ. On va essayer déjà de très bien faire ce qu'on est en train de faire pour le moment. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose À partir du moment où on parle de pérennité, effectivement, il faut prendre l'engagement que le contenu que vous achetez aujourd'hui, vous y aurez accès dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et bien malin, celui qui parmi nous peut dire à quoi ressemblera votre téléphone à ce moment-là. Ouais. D'où la création d'acteurs neutres en matière de technologie qui permettent demain de rendre accessibles vos livres, quel que soit votre terminal, et je rajouterai d'ailleurs, quel que soit votre opérateur. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il reste des questions que vous vous posez sur ces sujets? Des questions que vous voulez poser à nos invités? Alors, il y en a une qui me vient, Alexia, par Twitter, je pense. Est-ce que les auteurs pourront-ils choisir de figurer ou non dans le catalogue illimité? C'est une question qui a été évoquée déjà par David tout à l'heure. Par définition, YouScript est une bibliothèque digitale ouverte. Et par définition, nous avons plutôt des apports et des contributions de professionnels, mais la plateforme est ouverte à tous, et y compris aux auteurs. N'importe quel auteur peut aujourd'hui uploader son manuscrit, le mettre en vente et bénéficier du produit des ventes. Toutes les conditions sont expliquées sur le site. J'évoquais les étudiants. Les étudiants ont pouvoir de publier un travail de 15 pages sur un sujet de terminale ou sur un sujet du bac, et même si c'est un document de 10 pages. Nous, on veut donner cette liberté de publier, cette possibilité de vendre, et donc cette possibilité de participer librement au modèle d'abonnement illimité. Bonjour, Lorraine Day, auteure et partenaire de YouScribe. En fait, j'ai une question. Voilà. J'ai une question par rapport au KDP qui propose donc d'emprunter un livre numérique. Et je voulais savoir votre positionnement par rapport à eux qui obligent l'auteur en fait à avoir une période d'exclusivité. Est-ce que vous pensez vous démarquer en laissant l'auteur publier sur d'autres sites ? Je n'ai pas tout à fait compris la référence à l'autre. Amazon, KDP. En fait, c'est un programme KDP, où en fait, l'emprunt de livre vous oblige à laisser votre livre en exclusivité pendant une période donnée. Oui. Est-ce que vous allez imposer une exclusivité ou laisser l'auteur être aussi sur une autre plateforme? Oui, alors je pense l'avoir évoqué au fur et à mesure du développement de la conférence. Chez YouScript, il y a une grande notion de liberté. L'éditeur peut proposer une offre, la retirer. Un auteur peut uploader un texte et le retirer quand il veut. Donc pour moi, l'exclusivité est un mot qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a encore une question? Quels sont les formats techniques qui résistent le mieux au piratage?
Mais nous, moi, je vais plutôt passer la parole à mes invités à ce sujet-là. Nous, l'offre illimitée par streaming a pour vocation, on l'évoquait tout à l'heure, à offrir une alternative intéressante au piratage. Souvent, ce qui est piraté, c'est ce qu'on ne peut pas obtenir facilement par d'autres moyens. Moi, je n'ai pas une connaissance très précise des formats qui résistent au piratage. En tout cas, la solution d'UScribe, je vous invite à l'essayer. Très difficile de venir pirater les contenus sur la solution UScribe. On s'y emploie en permanence. D'ailleurs, on a une équipe de 7 ingénieurs qui ont développé une plateforme pour justement proposer aux auteurs, aux éditeurs de limiter ce type de phénomène. La meilleure solution au piratage, ce sont des plateformes qui donnent un large accès, facile, aisé, agréable. C'est vraiment la meilleure solution au piratage. J'aurais un point de vue un tout petit peu différent, je suis d'accord avec ça, mais au-delà de ça, c'est l'expérience utilisateur qui fait la différence. L'expérience du gaming, des jeux en ligne, montre que tout est piraté. Il y a eu des choses incroyables qui ont été inventées. Il y a eu d'ailleurs des progrès considérables qui ont été faits dans la cryptographie grâce au monde du jeu vidéo. Eh bien, jamais rien n'a résisté technologiquement parlant. En revanche, ce qui résiste, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas pirater les plateformes de streaming, par essence, parce que c'est pas possible. Il faudrait tout télécharger, reconstruire une plateforme, etc., etc. Ça n'existe pas. Donc, l'expérience utilisateur, c'est la clé. Et dans l'expérience utilisateur, il y a évidemment, parmi les attributs, la largeur du catalogue. On approche de la fin. Je vais peut-être laisser à un de mes invités le petit mot de la fin. David peut... Oui, pour rebondir, le piratage, effectivement, plus l'offre légale sera large, plus vous limitez en réalité les dangers de piratage. On l'a vu dans d'autres secteurs, que ce soit la musique ou la vidéo. Concernant le livre, je ne peux que vous inviter à aller sur le stand de Dilicom, voir la démonstration de MO3T. Vous verrez, c'est un film court et rien ne vaut mieux qu'une image, en l'occurrence, qu'un long discours qui serait le mien. Et effectivement, on entend apporter une expérience au lecteur nouvelle, parce que où serait le progrès s'il y avait des barrières technologiques aujourd'hui qui seraient un frein à la diversité demain? Au nom de toute l'équipe de UScribe, de l'entreprise, moi je tiens simplement à vous remercier d'être venu ce matin. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes et je vous donne rendez-vous soit sur notre stand qui est juste derrière ici, pas loin, ou sur le site, et bien sûr on vous avertira toutes et tous du lancement officiel de la formule d'abonnement illimité avant la fin du mois d'avril. Merci à tous.